Bienvenue dans Brise. Je m'appelle Claudia Renzivillo, votre hôte, et ici, on décrypte, dédramatise, on parle haut et fort et sans tabou de santé mentale au travail. Chaque mois, vous retrouverez des personnes parlant de leur vécu de la santé mentale, des professionnels du monde de la santé, et enfin, des dirigeants et autres acteurs du monde du travail. Ici, on parle de santé mentale au travail et on vous montre que ça marche. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode solo consacré à mon vécu du burn-out. Pourquoi un épisode solo ? Quand j'ai créé ce podcast, je voulais qu'il soit rempli de conseils pratiques tout en nourrissant votre réflexion au quotidien. Un peu comme une boîte à outils de la santé mentale au travail, en somme. Cet épisode de la série Conseils pratiques est consacré au début de ma prise de conscience du burn-out. Et croyez-moi, ça n'a pas été une mince affaire. Pour illustrer tout ça, je vous propose de lire un texte que j'ai écrit en novembre 2022. C'est arrivé en 2021, quand j'avais 27 ans. J'étais une personne très engagée dans son travail. Rigoureuse, perfectionniste la plupart du temps, et à l'écoute des autres, toujours. Le travail occupait la majeure partie de ma vie. J'y pensais en me levant, en m'endormant. Je m'étais même convaincue que si je ne voyais plus autant mes amis, ce n'était pas si grave, car je faisais quelque chose d'important dans ma vie professionnelle. Je n'étais pas à l'écoute de moi-même. J'ignorais ce qu'étaient les émotions. Il était difficile pour moi de dire comment j'allais, par exemple. Et encore plus de mes ressentis physiques. Le travail était le lieu où je me réalisais. J'étais prête à tout pour lui et cette cause qui m'était chère. Prête à tout, y compris tout endurer. Manque de moyens, charge de travail, objectifs inatteignables, relations dégradées, voire délétères avec la hiérarchie, isolement. Les dysfonctionnements organisationnels ont eu progressivement raison de ma résistance et de mon endurance. Jusqu'au jour où un entretien avec la hiérarchie a tout fait basculer. Ça en était trop. Ce travail et cette organisation devenaient trop à l'opposé de mes valeurs profondes. À l'issue de cet entretien, je savais que je ne remettrais plus jamais les pieds dans cette organisation. Je ressentais le besoin pressant de me protéger, de m'éloigner de cet environnement qui me faisait du mal, même si je ne savais pas très bien comment. Le lendemain, j'allais chez mon médecin traitant. 1 semaine d'arrêt. Je pensais que ça allait être suffisant, que j'allais rapidement repartir et me ressaisir. Pourtant, au bout de cette première semaine, les symptômes que j'ignorais encore étaient toujours bien présents. Fatigue intense, tristesse, désespoir, sentiment d'être déconnecté de soi. Et puis cette anxiété, silencieuse d'abord, puis de plus en plus forte. Le danger était partout, tout le temps. Après cette première semaine d'arrêt, je retourne tout de même chez mon médecin traitant, cette fois-ci avec le compte-rendu du médecin du travail, qui parle alors seulement de conflit avec mon employeur. « Relève de la médecine de soins », dit-il. Mon médecin traitant me regarde alors, incrédule. Ça veut dire quoi ? Ce seront au final 2 semaines d'arrêt supplémentaires, obtenues à grand-peine. Mon médecin affirmant qu'elle ne peut pas faire plus vu l'état de la sécurité sociale, vous comprenez. Ces 2 semaines furent un soulagement, mais mon anxiété me priait de vite chercher une solution pour l'après. Ma psychologue qui me suivait alors était bien désemparée face à cette situation. Nous envisagions ensemble des solutions. Et puis finalement, je décide de décrocher mon téléphone et de composer le numéro de cette psychiatre trouvée sur Doctolib. Mon médecin du travail et ma psychologue m'ont recommandé de prendre contact avec le docteur, affirmai-je avec aplomb auprès de la secrétaire. Et ça a fonctionné. Au final, ce seront 4 mois d'arrêt maladie jusqu'à la rupture conventionnelle. Je ne remercierai jamais assez les soutiens que j'ai su mobiliser sur ma route, mon conjoint, des amis, des membres de 2 réseaux professionnels qui m'ont alerté quand les signes avant-coureurs du burn-out étaient là. Ma famille ou d'autres proches n'ont pas forcément compris ce qu'il m'arrivait. Mais ce qui comptait, c'est que je n'étais pas seule dans cette tempête. Le soutien des autres est toujours essentiel. Oser parler de ce qui nous arrive, c'est déjà se donner les meilleures chances de s'en sortir. Voilà pour le texte que je voulais vous partager en novembre 2022. Maintenant, pour revenir un peu sur ce que j'ai dit, vous voyez que dans ce texte, dans ce qui est issu de mon vécu, il y a plusieurs signes en fait. Vous pouvez vous aussi repérer. On a tous les critères autour de l'intensité du temps de travail, c'est-à-dire ce qui a trait en fait à la charge de travail, au délai en fait pour réaliser notre travail et aux conditions environnementales dans lesquelles on produit ce travail. Donc finalement, vous voyez, il y a vraiment ce décalage, ce tiraillement entre, en tout cas, ce que me demandait ce travail et mes valeurs personnelles.
La charge de travail qui était très conséquente, donc c'est vraiment la charge de travail, contrairement à la charge mentale, c'est ce qui a trait au volume du travail à produire. Et puis, il y avait cet équilibre vie pro, vie perso qui était très insatisfaisant. Vous voyez que je ne voyais plus mes amis ou très peu. Il y avait aussi tout ce qui concernait l'autonomie. De mon côté, il y avait ce facteur imprévisibilité de la charge de travail qui était très important pour moi et qui était une source de stress intense en fait. Donc c'était difficile pour moi dans ces conditions de prendre moi-même des décisions à propos du contenu de mon travail et puis de me réaliser en fait d'un point de vue professionnel. Dans les rapports sociaux, je vous l'avais évoqué dans ce texte, c'est que y avait des relations ensuite dégradées avec la hiérarchie. Donc c'est ça les rapports sociaux, c'est tout ce qui a trait aux relations, que ce soit à l'intérieur de l'organisation ou en externe, si on est avec des adhérents, des clients, des bénéficiaires, des usagers. Donc j'avais peu de soutien social de la part de la hiérarchie, ce qui faisait que j'étais isolée, en partie pour ça, même si j'étais aussi la seule salariée, donc ça contribuait à l'isolement. Il y avait des intimidations aussi, des sous-entendus, des menaces qui étaient plus ou moins implicites. J'avais aussi un manque de confiance envers la stratégie de la direction, c'est-à-dire en fait la capacité du top management en fait à assurer la pérennité de la structure. Et puis j'étais peu consultée sur les décisions qui étaient prises, soit sur mon travail ou sur les objets sur lesquels je travaillais. Donc tout ça, entre autres, cumulé, intensité de temps de travail, l'autonomie, les rapports sociaux compliqués, ça se cumulait avec l'insécurité de la situation de travail en tant que telle, c'est-à-dire que dans ce critère-là, en fait, ce que je faisais n'était pas forcément toujours sécurisant, c'est-à-dire il y avait pour moi un manque de clarté dans les rôles, c'était pas toujours clair de savoir un peu où était mon périmètre d'intervention et de responsabilité, où était celui des autres, même s'il y avait une fiche de poste qui était censée clarifier ça. Et puis il y avait une insécurité socio-économique, puisque des fois il y avait des enjeux, en tout cas de budget, qui faisaient peser pour moi parfois la perspective que mon emploi pouvait être menacé. Donc tout ça, ça fait partie des risques psychosociaux et ça contribue en fait à rajouter, quand c'est dur dans le temps et que ça devient chronique, à épuiser nos ressources si on ne trouve pas des manières de poser des limites aux autres, à soi aussi, en se donnant le temps de prendre soin de soi, de bien dormir, bien manger, d'être entouré. Et c'est ça aussi qui nous épuise et aboutit en fait à parfois malheureusement à un syndrome d'épuisement professionnel. Donc voilà la fin de cet épisode conseils pratiques consacré à comment j'ai su que j'étais en burn-out, en vous illustrant le plus possible quelles sont les grandes thématiques que vous pouvez vous aussi repérer pour l'éviter de votre côté. Merci à tous pour votre écoute et je reste à votre disposition pour tout commentaire à la suite de cet épisode. Brise est un podcast accompagné par Zest qui est soutenu par le Centre Ressources Réhabilitation Psychosociale. Je tiens à remercier chaleureusement Enzo Moscatelli qui s'est occupé du mixage et de la musique, sans oublier Florian Todorov et Romain Tabonne pour leur contribution à la réalisation de ce podcast.